L'histoire familiale est plutôt riche relativement du côté de mon grand-père maternel parce que il était fils d'un médecin qui n'a pas pu exercer parce qu'il a été, au moment où il a fini ses études, la grippe espagnole l'a emporté. Et lui-même avait un père ou un grand-père, je ne sais plus, qui était menuisier et qui avait cette particularité que sur le coup de 80 et quelques années, il a épousé une jeune femme et 3 semaines après le mariage, on l'a retrouvé dans les copeaux au pied de l'établi. Avant, on était plutôt veuf que divorcé et il avait convolé une 3e fois avec une femme plus jeune aussi, qui louchait horriblement. Et comme il était hémiplégique à l'époque, il l'avait séduite en lui faisant miroiter les biens meubles qu'il avait, à savoir une salle à manger. En fait, cette salle à manger, elle était restée à sa fille, c'est-à-dire à ma mère, qui refusait mordicus de la rendre à la nouvelle femme de mon grand-père. Donc mon grand-père, c'était un homme gros, corpulent. Il avait décidé que je devrais être fort en calcul. Donc il me serrait entre ses jambes et il me faisait réciter les tables de multiplication. Il me serrait entre ses jambes de façon à immobiliser mes mains et à chaque erreur, je prenais une gifle parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on apprenait. Il est mort, je devais avoir à l'époque 16 ans. Et la veille de sa mort, ça a été un véritable festival. Il a plaisanté, j'étais mort de rire de l'entendre. À côté, sa femme se tricotait un pullover noir en me disant qu'elle n'avait rien à se mettre. Ça donnait l'ambiance. Donc il avait fait une très belle sortie quand même, et quelque chose de tout à fait enviable et digne d'être imité, je pense. Bon, l'autre grand-père a émigré en France, donc ça va être pour des raisons économiques, mais ça coïncidait avec la guerre d'Espagne à Cuba en 1898. Et on s'est toujours un peu demandé si ça n'avait pas des allures un peu de désertion. Donc toujours est-il qu'il est arrivé à Auch. Et il a épousé donc ma grand-mère. Ils ont eu une fille et un fils. Ce fils, c'est-à-dire mon père, dès qu'il a eu 5 ans, ce grand-père qui était ouvrier agricole l'a placé comme petit ouvrier agricole dans une ferme. Il devait aller à l'école en même temps qu'il était berger, puisque l'école était obligatoire. Mais enfin, il n'est pas allé à l'école très longtemps. Il a appris à lire et à écrire. Il avait dégoté dans le grenier de la ferme des petits classiques Larousse. Et en gardant les vaches, il lisait ces petits classiques. À 11 ans, 12 ans, il a quitté la campagne pour devenir apprenti maréchal ferrant. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que sur son salaire de maréchal ferrant, avec l'institutrice du village, il se payait les leçons. Il s'est fait, disons, sa formation continue tout seul, en se la payant sur sa paie. Et il est devenu très vite, ce qui a été pour moi une chance inouïe, un autodidacte, avec ce qui m'a un peu gêné après quand je suis rentré dans le système scolaire secondaire
qui est qu'il n'avait aucune idée de ce qu'est la culture officielle. Ce qui fait que de cette culture extraordinairement bariolée qu'il a eue, ben, elle a été la mienne. Le vacarme de la forge et autres a fait que il était déjà, il avait les tympans bousillés, il saignait des oreilles, donc il a été obligé, il est rentré au chemin de fer. C'était un homme qui avait une capacité de se lier aux autres extraordinaire. Il voyait quelqu'un 5 minutes, si ce type lui plaisait, il l'amenait à la maison. Il l'amenait manger à la maison. Ma mère, qui n'était pas du tout comme ça, mais s'était habituée et il devenait copain avec n'importe qui, quoi. Alors ça pouvait être, un coup c'était un prof de fac, français ou espagnol, peu importe. L'autre fois c'était un cantonnier. Mais et franchement, là aussi, je crois que qu'est-ce que j'ai pu apprendre sans m'en apercevoir avec lui sur le fait que l'intérêt des gens, c'est absolument pas leur fonction sociale ou leur situation sociale, mais c'est je sais pas, la quantité d'humanité qu'on arrive à déceler chez eux, et c'est ça qui pèse et c'est ça qui importe. Et il y a eu une année où il a exulté. Il se promenait sur le quai de la gare de Canfranc en attendant jusqu'à ce que quelqu'un lui demande alors les enfants. Et alors, mon frère avait été reçu au BEPC. Ma sœur avait eu son premier bac. Et moi, j'avais été reçu première propédeutique. Je crois qu'il a été 100 fois plus heureux que moi de mon succès universitaire. Quand j'ai eu mon bac, enfin, définitivement, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi me donner parce qu'il ne gagnait pas beaucoup de fric. Et ils ont dépensé plus qu'ils n'en gagnaient. Avec ma mère, bon. Il a couru, il a tout vu, sa canne à lancer pour pêcher la truite. Tout ce qu'il avait sous la main, il m'a offert ça. Et c'était. Ah ouais, là, il a vraiment biché. Il était patriote comme peut l'être, je dirais, un étranger, quoi. Comme peut l'être quelqu'un qui s'est fait traiter d'espagnol avec mépris toute son enfance, qui a opté avec délice pour la nationalité française quand il a eu 20 ans. Pendant la guerre de 14, les prisonniers étaient envoyés à l'arrière pour remplacer les paysans français qui étaient au front. En 1917, il avait 9-10 ans. Et il habitait un village du Gers. Donc, dans ce village, il y avait un prisonnier allemand. Inutile de dire qu'il n'était pas le bienvenu dans le village, mais sauf pour ma grand-mère qui était espagnole, elle s'en foutait. Donc elle était gentille avec ce soldat. Bon. Mon père, la guerre éclate en 1940, et mon père avait 3 enfants, donc il était dans les derniers à partir, mais il bouillait d'impatience, il voulait partir, il voulait partir. Il part, et en fait il est tombé sur le moment où la débandade. Enfin, toujours est-il qu'il se retrouve prisonnier à Pithiviers, dans un camp où ils étaient gardés par des soldats de la territoriale allemande, des vieux qui avaient fait la guerre de 14-18. Il en regarde un, il lui dit « Mais tu n'es pas Hans ?» Il dit « Tu n'es pas Hans qui était à Jäger en 1918 ?» Le type lui dit « Oui, mais comment tu le sais? Je suis le fils de Carmen. » Le type lui a fait un laissez-passer et mon père est rentré au bercail. Le lendemain matin, du jour où il est parti, tous ses copains se sont retrouvés embarqués pour l'Allemagne, ils ont passé 4 ans. Et toutes les semaines, il était obligé d'aller signer à la commandanture, je ne sais plus où, au commissariat. Bon, et il a eu la possibilité, à un moment donné, d'être nommé à Canfranc, cette gare qui est en territoire espagnol, une gare internationale, mais qui est en territoire espagnol. Comme c'est en montagne, on avait choisi de la construire là. Donc il a sauté sur l'occasion parce que, en particulier, ça le dispensait de cette formalité. Ses idées politiques étaient
d'un baroque complet comme avant. Il était anti-allemand, il était antifasciste, mais il avait adoré l'armée. Là, on est très différents, lui et moi. Pour lui, le service militaire, c'est un truc extraordinaire. Bon, il a fait sa résistance. Cette résistance, elle a été à la fois efficace, c'était la résistance économique et puis de la solidarité. Comme cette guerre était en territoire espagnol, les Juifs, ou autres d'ailleurs, pas que les Juifs, mais beaucoup de Juifs bien sûr, qui avaient besoin de quitter la France, en gare de Pau, des cheminots les faisaient descendre, bien sûr, en cachette, dans des wagons foudres, c'est-à-dire les wagons foudres, c'est ces grands wagons citernes par lesquels on transportait le vin. Et le soir, quand le train était arrivé à Canfranc, quand à la nuit tombée, mon père et d'autres les tiraient du foudre et les amenaient à 5 ou 6 kilomètres de là, puisque, si je me souviens bien, au-delà d'une certaine distance, on considérait qu'on n'avait plus le droit de les ramener en France. Je me souviens une fois en Espagne, il avait trouvé un berger. Mon père décrivait les atrocités que les Allemands avaient commises en France et le berger espagnol, les atrocités que les franquistes avaient commises en Espagne. Et ça a été une sorte de surenchère, ce qui fait qu'à un moment donné, les Espagnols dit oui, dans un village, ils ont cloué un enfant vivant à une porte et mon père me disait « ça c'est rien ». Moi j'étais gamin, ça me remplissait de joie parce que je haïssais les Allemands. J'ai jamais pu m'en défaire. J'ai été fouillé à corps par les Allemands quand j'avais 9 ans. Un jour, je devais faire l'imbécile comme les gamins, quoi. Je me suis fait appeler, même si mes parents rigolaient et tout, ça me sécurisait un peu, mais quand même, je n'étais pas très fier. On m'a expédié dans une pièce, on m'a fait foutre à poil pour vérifier les affaires. Donc, je ne peux pas aimer les Allemands. J'étais athée, mais vraiment à fond les manettes. Ce qui ne l'empêchait pas d'être spirite, il croyait dur aux martiennes, dur comme fer. Il avait un goût de l'irrationnel absolument extraordinaire. Quand Cerdan est mort, par exemple, Marcel Cerdan, on a fait une séance de spiritisme à la maison pour savoir s'il y aurait un autre boxeur français qui serait champion du monde. Tu vois à quoi ça servait, le spiritisme? Ma mère, c'est pas pareil. Elle n'avait pas ce côté pittoresque de mon père. Elle était assez jalouse. Est-ce qu'elle avait des raisons de l'être? Ouais, par moment, oui. Elle en avait eu surtout, parce que papa, c'était quand même un chaud lapin, et bon, donc, il a raison, oui, elle avait. Alors, toujours est-il que, comme elle avait quand même la langue bien pendue aussi, elle avait reçu une carte postale représentant des ciseaux, et au dos, il y avait pour couper ta sale langue de vipère. Elle avait toujours soupçonné que c'était mon père qui lui avait envoyé. Elle lui a toujours juré sur notre tête, sur la tête de nos enfants, tout ce qu'on voudra, que c'était pas lui. Puis il m'avait dit, tu sais, c'était moi quand même qui lui avais envoyé. Voilà. C'est une femme, elle avait un nez un peu pointu, un peu à piquer les gaufrettes, comme on le disait. Au départ, elle n'avait rien de particulier, elle n'avait pas de singularité. Elle suivait mon père, elle avait fait la spéléo avec lui, elle aimait la montagne. Bon, ils avaient les mêmes goûts, tous les deux. Finalement, elle avait accepté ses goûts, ils s'entendaient très bien de ce point de vue. Elle s'était mise à faire la cuisine, bon, avec des fortunes diverses. Mais bon, je me prenais des branlées par exemple parce que je répondais mal, parce que j'étais insolent. Bon là, on ne me loupait pas. Celui qui était moins clément en matière
de mon grand-père paternel. Je me revois toujours poursuivi autour de la table de cette fameuse salle à manger historique. Là. Mon grand-père qui était gros courait derrière moi, qui était petit et pas très rapide, mais que je courais plus vite que lui quand même, et il criait en disant « Tu finiras au bagne, petit Salomon !» C'était une famille où on se racontait tout, par exemple. Dès que j'ai eu une petite copine, toute la famille était au courant. On partageait, y compris ces petites choses-là. C'est sûr que c'est... je repense de temps en temps, c'est le phénomène de l'âge, quoi. Mais quand on se trouve avec mon frère, de toute façon, on ne peut pas s'en empêcher. On a bassiné tout le monde, et en particulier nos épouses respectives, avec ces histoires, en particulier les histoires de Canfranc, parce que pour nous, c'est une sorte, je dirais pas un âge d'or, mais quelque chose qui est quand même inoubliable. Le premier souvenir d'école, c'était de ces classes où les élèves n'étaient pas regroupés, ne formaient pas la même classe, comme c'est un village. Il n'y avait pas d'école maternelle, et tous les petits étaient avec les moyens, avec ceux de l'école primaire. Je me souviens très bien comme mon désarroi, parce qu'on m'avait mis sur un petit bureau avec des objets en bois, des triangles, des losanges, des carrés. Il fallait agencer ça. Je ne savais absolument pas pourquoi on m'avait donné ça. Moi, il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait à l'école, je voulais apprendre à lire. Et heureusement, l'institutrice s'est aperçue que je touchais absolument pas à ces trucs et que je suivais les leçons de ceux qui apprenaient à écrire. Elle m'a fait passer devant et je suis allé avec les autres apprendre tout ça avec un enthousiasme évident, parce que s'il y avait une chose, je crois que ça c'est peut-être le premier objectif, la première envie que j'ai eue, c'était d'apprendre à lire. C'était 1940, donc on était obligé de chanter Maréchal, nous voilà. Ce qui mettait mes parents dans une fureur noire, mais il n'y avait pas moyen d'y échapper. L'espagnol était un truc complètement étranger, mes parents ne parlaient pas, mon père ne parlait pas en mot espagnol, il n'avait jamais parlé espagnol dans sa famille, il n'avait jamais parlé que français. Donc mes parents ont appris, y compris mon père, en dépit de ses origines, il a appris l'espagnol sur le tas. Le premier mot d'espagnol que j'ai appris, c'est chocolate. Parce que dès que on habitait une maison qui s'appelait la Casa 10, la maison numéro 10. C'était d'immenses bâtisses qui avaient été construites pour, je pense qu'elles avaient servi à loger les ouvriers pour la construction de cette gare, qui est un véritable monument, qui fait 300 mètres de long, et ensuite, ça a été divisé en appartements, et on avait deux de ces appartements au premier étage de cette Casa 10. Donc, dès qu'on s'est installé, je suis descendu dans la rue, une grappe de petit espagnol s'est jetée sur moi, en me criant ce mot, chocolate et chocolate et chocolate. Donc, ça a commencé comme ça. Après, on suivit les gros mots, puisque forcément, presque logiquement, comme je disais non, j'ai pas de chocolat, donc ça entraînait des réactions incrédules et violentes des petits Espagnols. J'ai vécu l'esprit colonial, avec tout ce que ça peut avoir, d'une minorité dans un pays majoritaire et d'une minorité privilégiée, parce que les cheminots ou les douaniers équivalents des Français, les Espagnols avaient un salaire au moins de 3 ou 4 fois inférieur, donc on passait pour des nababs à côté, alors qu'un salaire de cheminot français, c'était pas quand même le bout du monde, même s'il y avait une sorte de petite prime à l'expatriation qui augmentait le salaire, je ne sais plus, de 20 ou 30%. On avait une grande carte de l'Europe avec des petites épingles qui marquaient, après la chute de Stalingrad, qui marquaient l'avancée des troupes russes qu'on écoutait à la radio.
La seule mesure de rétorsion qui a été prise contre Franco, ça a été l'interruption des relations diplomatiques, la frontière fermée entre la France et l'Espagne. Mon père est resté côté espagnol pour garder la gare, c'est-à-dire qu'il a vécu, ça a duré 1 an, je crois, cette interruption, entièrement coupé. On a vécu, enfin eux ont vécu entièrement coupé de la France. Mon père était heureux comme un roi parce qu'il n'avait plus rien à foutre. Il allait dans la montagne tous les jours, il cherchait les champignons. Ça a été des années de rêve. Moi, c'était moins drôle parce que quand la frontière a fermé, l'école a fermé en même temps. Il y avait un seul point frontière d'ouvert, c'était à Hendaye. Où on était, la frontière était à 10 km. Il a fallu faire 300 ou 400 km pour passer par Hendaye, en passant par Saragosse, par le train, etc. Pour rejoindre Pau, un crochet absolument abominable. Et je suis parti au lycée comme ça. Puis mes parents m'ont dit ciao et on se reverra aux vacances. Et effectivement, aux grandes vacances, mon père est venu me chercher et j'ai été passer l'été à Canfranc. Tante Jeanne, c'était un petit personnage de la vie paloise. C'est une femme qui avait été très très mignonne. Elle était encore très jolie. Elle était âgée. Elle avait été vendeuse aux Nouvelles Galeries. Il semble qu'elle avait eu énormément de succès dans sa jeunesse. Camille était amoureux d'elle quand il est parti à Paris. Il avait absolument voulu qu'elle le suive. Et, bon, je pense que Camille, il ne devait pas être tressé de bison, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que je lui ai reproché, je ne sais pas pourquoi tu as dit non. Bon, enfin, disons, quelle chance, j'aurais eu Camille comme grand-oncle. Bon, ça ne s'est pas fait. Cette pauvre femme qui avait des corps aux pieds qui l'a torturée, quand j'en ai eu, que j'ai compris ce que ça voulait dire. Elle était à moitié aveugle, elle avait une cataracte qui... elle allait faire son marché le lundi, elle a trimballé des sacs à cause de moi très lourds. Elle était vraiment de l'apostolat d'avoir accepté de me prendre en pension. Et là, j'ai passé des années là. Moi, je débarquais de mon trou de campagne, je ne connaissais absolument rien. J'étais très intimidé par la grande ville qui était Pau pour moi, puis surtout par le lycée, où je suis arrivé un petit matin de novembre où il faisait nuit, dans une habituellement école où il y avait 17 élèves. Là, d'un seul coup, il y avait des cours fourmillantes d'élèves qui gueulaient, qui allaient dans tous les sens. C'était un peu effrayant. Bon, je m'y suis habitué assez rapidement. Donc, c'était une petite vie un peu noirâtre, un peu tristounette, avec les histoires de chats de ma grand-tante. Je ne crois pas que j'avais envie de devenir quoi que ce soit de particulier. J'aimais les études. J'aimais être premier, si possible. Peut-être qu'à la limite, je m'imaginais devenir facteur, tu vois. J'avais les ambitions de mon milieu. Là, j'ai attrapé une tuberculose pulmonaire et mon année scolaire s'est interrompue vers le mois de... je crois qu'au début à la fin du 2e trimestre, je pense. Et là, je me suis soigné à domicile, à Canfranc. Comme j'étais bon élève, le fait qu'on ne m'a pas fait redoubler, en me disant il a manqué un trimestre, mais il rattrapera, ouais, bon, c'est sûr, j'ai rattrapé. Donc j'ai passé mon bac première, bon, sans trop de gloire, mais sans trop non plus... j'étais devenu, je commençais à devenir assez dilettante. Là, autant j'avais bûché jusqu'alors, là, bon, je sentais qu'il y avait autre chose à faire dans la vie. Mais j'ai eu le premier bac quand même. Ça s'est gâté avec le 2e bac parce que pour l'année de philo, j'ai eu ma première petite amie. Donc,
J'ai passé beaucoup de temps dans les jardins publics avec ma petite amie, ce qui fait que je me suis ramassé. Et là, j'ai dit à mes parents, bon, non, j'arrête, je vais rentrer à la poste et je leur disais pas, mais je vais vivre avec Nicole. Nicole, c'était ma petite copine. Alors, c'est la seule fois que mes parents ont fait preuve d'autorité. Ils ont dit, n'en est pas question. Et puis, ce grand amour s'est éteint brutalement, d'un seul coup, au grand désespoir de l'école. Et du coup, je me suis retrouvé au lycée. Là, j'ai suivi tant bien que mal les cours. Et là, j'avais un copain qui, lui, n'avait pas redoublé, qui avait fait espagnol, et qui m'avait expliqué, bon, il faut que tu fasses espagnol, tu verras, c'est fastoche, bon tout. J'étais à la cité universitaire, et là, je me suis senti très vite parfaitement heureux. Je me suis fait mes meilleurs amis. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu très peu d'amis, mais très solide. Et ça a été cette première année de fac en particulier, ça a été la découverte de la liberté et la vie de copain. C'est malheureux parce que, bon, de tous ses amis de cette époque bénie, il m'en reste un qui est quasiment mon jumeau, si on peut dire. C'était surtout des beuveries, il faut bien le reconnaître, des cuites absolument monumentales. Soit, je me souviens que je grimpais dans un arbre de la place Gambetta, au grand désespoir des flics qui disaient « c'est plein de fils électriques, faites-le descendre, il va s'électrocuter ». Bon, donc c'était des plaisirs innocents, on ne cassait jamais rien, bien sûr, on était bien élevés. Donc cette première année, ça a été quelque chose d'assez magique. J'ai passé 3 ans. Bon, il faut dire, j'étais pas non plus un foudre de travail, quoi. Et le résultat, c'est que la dernière année, j'ai été collé. Et par conséquent, disparition de la bourse qui me permettait de subvenir à mes besoins. Donc je suis devenu pion. Ça a été une deuxième étape, et un autre milieu, celui des pions, des surveillants. Et j'ai commencé ma carrière qui devait durer 5 ans, de maître d'internat à Bergerac, au lycée de Bergerac d'abord, au lycée de Dax ensuite, et après le Talence, etc. On avait un jour de liberté, et je touchais un salaire, c'était merveilleux, c'était le premier salaire de ma vie, j'avais dû avoir 22-23 ans. Je venais suivre les cours à Bordeaux, on prenait la Micheline qui allait de Bergerac à Bordeaux. C'est là que j'ai rencontré ma première femme, qui était pionne aussi à Bergerac, qui était très mignonne. Et après une première relation suivie d'une rupture, parce que j'avais la réputation d'être un voyou. Sa sœur lui avait vivement déconseillé de continuer à sortir avec moi. Bon, on avait rompu, puis on avait recollé quelques temps après, pour de bon. Donc, cette vie de pion à Bergerac, je suis arrivé là-dedans, c'est un petit lycée. Il y avait 3 ou 4 pions avec qui très vite j'ai été copain. Et le problème, c'est que j'avais une sorte d'allergie à la discipline, et ce lycée était vraiment très discipliné, les élèves étaient toujours en silence, etc. Dax c'était autre chose parce que Dax avait une fine équipe.
C'était des pions étudiants, comme tout le monde, avait ceci de particulier que la première année où j'y étais, il y en a eu un seul qui a eu un examen, il a eu le permis de conduire. C'était tout. En revanche, là, c'était le billard, les beuveries. Bon. On avait énormément de temps. Les maîtres d'internat travaillaient, surveillaient les réfectoires, surveillaient une étude de 5 à 7 et surveillaient les dortoirs. C'est-à-dire que toute la journée était libre. Plus un jour entièrement libre pour pouvoir aller à Bordeaux, faire suivre les cours. En général, c'était le mercredi, un truc comme ça. Donc je me suis marié en 58, en avril 58. Anne est née en août 59. Et là, c'est encore une nouvelle histoire, quoi, parce que là, c'est la partie la vie avec les enfants. Je n'avais plus envie de faire du tout prof d'espagnol. J'étais parti m'inscrire en droit. J'avais fait une première année de droit. Mais bon, finalement, le droit m'intéressait, mais je n'avais pas envie de passer les examens. Je n'ai pas passé les examens. Donc tout ça, ça traînait. Ça a traîné jusqu'en 1961. Et là, direction le service militaire. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. On avait 6 ans, droit à 6 ans de sursis que j'avais entièrement utilisé. Donc je suis parti. Je suis allé, on m'a expédié en observation à l'hôpital Larrey à Toulouse. C'était l'époque où on raclait les fonds de tiroirs pour tout envoyer en Algérie. C'était extraordinaire. J'ai passé 3 jours dans cet hôpital. Il y avait de tout. Tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, essayaient de couper aux 27 mois que durait à l'époque le service. Et là, je tombe sur un toubib qui me dit, oh mais c'est un appelé, qui me dit, mais tu n'étais pas à la cité universitaire à Bordeaux? Je dis, ben oui. Mais tu ne me reconnais pas? Je ne le reconnaissais pas du tout, mais vu ses fonctions, j'ai dit, mais bien sûr, oui, je te reconnais. Oh là là, je ne vais pas pouvoir te réformer complètement, mais je vais te réformer temporaire, 1 an de gagné. Cet an de gagné, en fait, c'est l'an qui m'a amené jusqu'aux accords, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Donc, l'année d'après, je n'ai pas coupé, là, je suis parti. J'avais été incorporé dans le train aéroporté à Auch. J'ai décidé que j'allais me faire réformer quand même. Et j'ai fait 2 trucs. Un toubib que connaissait mon père lui a filé un truc, des ampoules, je ne sais pas quoi, des ampoules, je sais pas quoi. Mon frère, qui était infirmier à l'époque, est venu dans les chiottes me rendre visite à la caserne à Auch. Dans les chiottes, je me souviens, il m'a piqué le cul avec ce truc qui était censé donner une fièvre de cheval. Effectivement, j'ai eu une fièvre de cheval pendant 2-3 jours, mais le toubib, qui pourtant était antimilitariste, un appelé aussi, n'a pas marché dans la combine, n'a pas considéré que c'était inquiétant. Et je suis reparti, donc ressorti de l'infirmerie, et là j'ai entamé une grève de la faim. Mais une grève de la faim discrète. L'idée était de perdre tellement de poids on serait bien obligé de me libérer. Alors là, j'avais maigri vertigineusement. Il y a des photos, on dirait presque un ex-déporté. Et puis donc j'en étais là. Et puis Bruno, enfin toi, tu es né le 10 janvier 62. Et là j'ai arrêté, quoi, parce que j'allais y laisser la peau. Bon. De toutes les façons, cette naissance est arrivée exactement 3 semaines avant mon départ en Algérie. Et avec 2 enfants, on ne partait pas en Algérie.
ça n'avait pas été fait exprès, mais ça m'a évité ce qui me faisait, cette Algérie qui me faisait très peur, pour une raison. C'était de savoir ce que je ferais si, comme on savait ce qui se passait, c'est de savoir qu'est-ce que je ferais si je refusais d'aller à la corvée de bois. La corvée de bois, c'était accompagner des prisonniers, soi-disant pour les amener à chercher du bois, et dire qu'ils avaient tenté de s'échapper et les tuer. Parce que ceux à qui on le proposait et qui refusaient, leur sort était à peu près scellé, parce qu'immédiatement ils étaient envoyés en opération et ils marchaient en éclaireur systématiquement à toutes les patrouilles. L'éclaireur étant bien entendu celui qui court le plus de risques de se faire bousiller. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la politique dans la mesure où elle me concernait directement en tant que possible acteur de la guerre d'Algérie. C'était quelque chose qui avait le don de politiser assez la jeunesse à cette époque-là. Juste après, j'ai appris avec curiosité qu'on avait vécu les 30 Glorieuses. Le passage de la pénurie à l'abondance, qui s'est traduit pour moi, ce passage, surtout par le fait que d'un seul coup, ou progressivement peut-être, mais j'ai l'impression après que ça a été d'un seul coup, les librairies ont eu des livres dans leurs vitrines. À la fin de la guerre, c'était terrible. Il y avait, les librairies étaient squelettiques, il y avait que le papier manquait. Bon, c'est vrai que ça s'est fait insensiblement. Mes parents ont réussi à acheter une voiture, chose qui était impensable. Ils l'ont acheté, je sais pas, c'était vers 58. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, peut-être, oui, 58. Ce qui était impensable 10 ans avant. Sur les grands événements de l'époque, des années 50, je crois que tout est... ce qui me semble avoir tout mobilisé, jusqu'en 1962, ça a été les guerres coloniales, et surtout la guerre d'Algérie. La bombe atomique, les gens de ma génération l'avaient accueilli avec joie. Quand on a appris l'explosion des 2 bombes atomiques, ça a été la joie. On savait que c'était un énorme truc qui avait détruit d'un seul coup 50 ou 60 000 personnes, et on était hyper contents. Parce que c'est dégueulasse à dire, mais c'est comme ça, parce que les Japonais et les Allemands ont considéré que, alors là c'était les Japonais qui payaient, mais étaient très contents. Quand Dresde a brûlé, c'était un feu de joie pour nous. Ça je m'en souviens, parce que c'était enfin c'était considéré comme un juste retour des choses. Quand j'ai connu ta mère, c'était la jeune fille sage, quoi, d'apparence, etc. Bon. Elle était mignonne, hein, elle était mignonne. Mais en plus, mais elle avait un problème parce que d'abord, il y avait une chose qui me sidérait littéralement. Elle n'avait quasiment aucun souvenir. Alors que moi, j'étais bourré de souvenirs jusqu'à la gueule. Il suffisait que je commence à parler pour qu'il y ait des souvenirs qui s'échappent de tous les côtés comme des lapins. J'avais beau la mettre à la question, elle y mettait de la bonne volonté, elle cherchait de quoi elle pourrait bien se souvenir. Alors, ces souvenirs, ils tenaient à peu près sur un cahier de papier à cigarette. Bon, en plus, ça ne s'est pas toujours très bien passé parce que mon frère, ma soeur et moi, ont formé un groupe très soudé
avec un langage à nous, avec nos plaisanteries, et Françoise, elle ne supportait pas la plaisanterie, elle ne comprenait pas la plaisanterie, elle n'avait jamais pratiqué, j'imagine. Bon. Donc à chaque fois ça créait des malentendus à l'appel. Elle faisait parfois un peu de paranoïa, puis elle se sentait exclue, alors qu'on essayait de l'inclure dans le cercle familial, elle se sentait exclue. Mais à sa décharge, il faut dire que mes meilleurs amis, même Zaza, disait oh, mais c'est vrai, vous faites un groupe tellement uni et qu'on se sent toujours un peu étranger à ce groupe, quoi. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de l'épouser, mais je le regrettais certainement pas parce que j'ai eu 3 enfants. Et c'est les enfants qui ont été le plus intéressants de cette vie conjugale, de très très loin. Le problème, c'était que moi, je n'étais pas du tout irréprochable. Je crois que je ne me rendais pas compte que j'étais peut-être trop jeune, j'avais 24 ans quand je me suis marié. Il fallait que je divorce un peu de mes copains quand même pour, à partir où j'étais marié, et que je divorce de mon frère, de ma soeur et de mes copains. C'était ça qu'elle voulait, et c'était ça. Moi, je ne pouvais pas m'y résoudre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y résoudre parce que c'était tellement agréable la vie de copains et la vie avec mon frère et ma soeur que la vie conjugale à côté présentait beaucoup moins d'attrait. Bon, alors il y avait une attirance physique pour ta mère, quoi. Je crois que c'était fondamental. La réponse elle est là. Elle était entraînée dans le genre de vie oisive que je menais, quoi, à son corps défendant et sans trop rigoler parce que passer des heures à regarder jouer au billard avec les copains, passer des heures à jouer à la belote avec les copains, bon, il y avait de quoi égarer même les caractères les plus démodères. Comme ce n'était pas son cas, bon, 58, 59, Anne est née, moi je fous le camp en service à ce moment-là, et elle était arrivée au bout de ses années de pionica, puisque on avait droit à 5 ans, si je me souviens bien. Et après, elle était devenue maître auxiliaire et elle enseignait dans un CET. Et elle a été dans son premier poste, ça a été à Pau. Moi, je m'étais fait nommer à Pau comme pion. J'avais commencé un peu plus tard ma carrière de pion. Et là, à partir de ça, elle a préparé un concours pour les PEG. De CET, les professeurs d'enseignement général, les CET, c'était l'équivalent des lycées professionnels maintenant. Elle a été reçue, elle est allée à Toulouse pendant que moi j'étais au service, à Auch d'abord, puis après à Bayonne, et ensuite elle a eu son premier poste à Cabreton. Bon, ces années de service, tout ça, ça n'a pas aidé non plus à une bonne... elle n'a pas eu une vie drôle là parce que par la force des choses elle a dû s'appuyer Anne d'abord puis toi après tout en faisant son boulot, quoi. Et pendant que moi je passais mes 18 mois au service militaire, furieux, à me ronger les sangs, etc. Bon. On reste ensemble à cause des gosses. Il n'y a pas eu que de ça, parce que moi, en fait, il s'est produit un phénomène qui est peut-être assez fréquent. Je crois que on a vécu notre relation en contresens, c'est-à-dire que les premières années, elle était amoureuse de moi, et moi pas tellement amoureux d'elle. Et c'est l'inverse qui s'est produit au fur et à mesure qu'elle se détachait de moi. Moi, je m'attachais à elle. Alors, évidemment, c'était un contretemps fâcheux, quoi. J'étais
très content d'avoir les enfants, ça c'est vrai. C'est pas parce que c'est toi qui interview, mais c'est vrai. Mes copains, d'ailleurs à une époque, les copains me disaient bon, arrête de tanner le cure, tu parles que de tes enfants. Je me souviens toujours, à Cabretonne, c'est un truc infect, on habitait. On a fait un tour de disque et tu danses, tu es Priam, tu dansais avec Anne. Et tu lui disais, plus tard on aura un chien orange et on l'appellera Jean-Louis. Bon, alors je passais mon temps à recolporter, surtout après quand Fabien est né, à tous les deux. Ça avait été un festival tellement que même mon frère disait oui, ça t'amuse beaucoup qu'ils aient tant d'humour, mais c'est pas normal qu'ils aient tant d'humour à cet âge, c'est un signe de déséquilibre. Il est évident que si vous n'aviez pas été là, on se serait séparés bien longtemps avant, quoi. Parce que je suis revenu, je suis sorti au mois de mai, je crois, j'ai passé 2 mois de maître auxiliaire à Pau, où j'enseignais français et espagnol. À la rentrée, j'ai été nommé à Dax comme maître auxiliaire. À l'époque, je n'avais pas le permis, parce que je n'avais jamais eu les sous pour le passer. Je ne voulais pas le passer tant que je ne gagnerais pas l'argent. Je ne voulais pas le passer sur l'argent que gagnait Françoise. Donc, j'ai recommencé à gagner la vie, mais là, j'ai vécu une vie horrible, parce que je n'avais pas du tout de sous. Je passais 3 jours au lycée de Dax, et tant que je n'ai pas eu le permis, je connaissais un type avec qui j'avais été pion. Je couchais dans une chambre de pion, j'avais même pas de drap, je couchais sous le matelas. J'avais même pas de quoi bouffer, je m'achetais de la mimolette, je bouffais de la mimolette. Je me rappelle, je faisais un cours de français, je faisais avec un texte sur un type qui racontait qu'il était pauvre et que ça se voyait pas. Et je disais, j'étais encore plus pauvre que lui. Bon. Donc là, je suis tombé tubard. Je veux présenter le CAPES pour passer l'espagnol. Le CAPES espagnol, je suis tombé tubard. Je me suis retrouvé au tapis. C'était la dernière rechute. Mais celle-là, elle a été traitée pendant quasiment 2 ans. Et ça a été la chance de ma vie, quoi, parce que moi qui n'avais jamais rien foutu, j'ai pu me remettre, j'étais à domicile, je me suis remis au travail, j'ai réappris l'espagnol que j'avais quasiment oublié, et c'est comme ça que j'ai pu passer l'agrégation, parce que sinon, je me suis fait, je suis devenu un peu autodidacte d'une certaine manière. J'ai été reçu au CAPES, donc ça a été une joie immense. Ensuite, l'année d'après, j'étais en stage de CAPES à Bordeaux, je logeais chez mon frère, et j'ai passé l'agrégation et j'ai été reçu à l'agrégation. Là, la première fois, le CAPES a été une joie immense, l'agrégation, ça a été une satisfaction très grande, mais moindre quand même que celle que j'avais eue avec le CAPES, parce qu'enfin, je commençais à aller sur mes 32 ans et je n'avais pas encore trouvé exactement ma voie. Bon, pour résumer, je passe une année à Mont-de-Marsan. Françoise se fait muter à Mont-de-Marsan. Moi, je passe une année au lycée, elle dans un CET, et au terme de cette année, on me propose de partir comme assistant à la fac de lettres de Bordeaux. Je n'ai pas refusé, bien sûr. J'étais à la fois très, très content, très flatté et un peu en même temps très intimidé en me demandant si je serais à la hauteur de la situation. Donc, transfert de toute la famille à Bordeaux. Françoise se met en congé puisque d'un commun accord, on avait décidé qu'elle aussi finirait sa licence de lettres qu'elle avait interrompue et présenterait le CAPES et l'agrégation. Au bout d'un an, elle a présenté, existait ce qu'on appelait les IPES. Les IPES permettaient, c'est un tout petit nombre de postes qui étaient ouverts à des candidats qui préparaient une licence et qui leur assuraient un salaire. Dans le cas de Françoise, elle retrouvait son salaire de PEG pendant
jusqu'à la fin de la licence pendant 2 ans et pour la préparation du CAPES. L'installation à Bordeaux s'est faite rue de Pessac, au premier étage d'une maison dont le rez-de-chaussée était occupé par un architecte. Et cette maison avait un immense parc derrière qui était à notre entière disposition. En fait, l'agrégation, je l'ai eue en 67, et c'est l'année 67-68 que j'ai passé à Mont-de-Marsan, et c'est à Mont-de-Marsan que j'ai vécu mai 68. Et c'était un endroit excellent pour vivre mai 68, paradoxalement, parce que il s'est passé un phénomène extraordinaire, c'est que d'un seul coup, dans cette petite ville très morte et coincée, tous les profs d'espagnol de tous les lycées, des 2 lycées, se sont réunis, se sont retrouvés, se sont mis à échafauder des plans de rénovation de l'enseignement. J'avais des idées personnelles tellement intéressantes que l'inspecteur, c'est venu aux oreilles de l'inspecteur général qui a intimé à tous les profs de ne jamais appliquer la moindre de mes recommandations. Bon, j'étais politisé mais pas engagé. Et là, à un moment donné, quand les événements se sont produits, l'évolution, la réaction qui a commencé à se faire des gaullistes contre le mouvement, toutes les inconnues, la disparition de De Gaulle dont on disait qu'il était allé retrouver Massu pour faire intervenir l'armée et prendre Paris. Le fait que localement il y avait un régiment de parachutistes et on a appris qu'on avait distribué les munitions qui allaient avec les armes dont disposaient déjà ces parachutistes. Tout ça a fait que j'ai eu un mouvement de crainte, celui de ne pas savoir où, si ça devait péter, il fallait que je me trouve d'un côté une fois pour toutes. Donc je suis allé demander, j'avais un collègue communiste, je lui ai demandé si il pouvait, j'étais très naïf, je demandais si je lui donnais mon bulletin d'adhésion. Il l'a pris sans rien dire. Je me suis dit, merde, ils vont examiner si je suis digne d'être pris au parti, etc. En fait, après, il m'a dit que c'était la joie qui lui avait coupé le souffle, parce que recruter en plein mai 68 un intello, alors que tous les autres prenaient la fuite en hurlant contre le parti, c'était quand même une très bonne affaire. Très tôt, j'ai fait une allergie, mais extrêmement forte, au délire petit bourgeois, au pseudo-révolutionnaire de 68. Ça ne m'a jamais quitté par la suite. J'ai un certain nombre d'horreurs dans ma vie. Il y a eu les gauchistes, même si après pris individuellement, j'ai réussi à en récupérer 2 ou 3 quand j'étais prof et parmi les étudiants. Mais ça a été pour moi quelque chose d'insupportable. Et donc, c'est en mai 68 que s'est ouverte une période de 10 ans de militance communiste qui m'a occupé de bonne partie de ma vie. Je pensais qu'on n'arriverait jamais à faire une révolution, qu'en revanche, on pourrait mettre en place un système de réforme profonde qui entraînerait davantage de justice sociale. Ce qui montre le temps qui s'écoule, c'est que quand on parle de l'injustice sociale à ce moment-là, quand on compare la situation à ce qu'est la situation aujourd'hui, en matière d'inégalité, les inégalités sont nettement moins grandes en 68 qu'elles ne le sont aujourd'hui. L'exploitation des travailleurs et des terrains, je me souviens des femmes qui travaillaient chez Armand-Thierry, c'était Armand-Thierry, je crois, à Bordeaux. Elles attendaient un changement parce qu'elles avaient des conditions de travail exténuantes. Bon. Mais elles avaient du travail.
c'était la grande différence, je crois, c'est que les conditions de travail n'étaient pas drôles pour certaines catégories de travailleurs, mais ils avaient du travail. On ne soupçonnait absolument pas qu'il allait y avoir ce plongeon extraordinaire dans la désindustrialisation, dans l'extension du chômage, une situation qui était complètement inimaginable. Maintenant, on rêverait quasiment de la situation. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir la situation qui existait en 68. Le bilan 68, il a été énorme. Ce qui s'est senti à Mont-de-Marsan, par exemple, c'était comme on s'est aperçu qu'on vivait sous une chape qui d'un seul coup disparaissait, et à ce moment-là, on pouvait se parler comme ça spontanément. Elle est retombée un peu après, mais il y a quand même eu toutes ces avancées en matière de mœurs qui ont apporté dans la vie de tous les jours, dans les rapports, en particulier dans les rapports hommes-femmes, une souplesse, une liberté qui était inconnue avant. C'est la seule conséquence, je crois, positive. Dans l'enseignement, dans l'enseignement, 68 a été complètement un désastre. Pour moi, ça a été le désastre. Parce que c'est comme tous ces mouvements qui envoient le balancier trop loin. Un certain nombre de pratiques qu'il y avait dans l'enseignement secondaire et qui étaient critiquables, c'est sûr, qui sentaient un peu l'enfermer, en particulier dans certaines disciplines comme l'histoire ou la géo. La matière à apprendre était souvent un peu ridicule dans la mesure où on ne voyait pas trop l'intérêt formateur. La grande catastrophe, ça a été que on a sacrifié on a sacrifié la mémoire. On a stigmatisé tous les enseignements qui faisaient appel à la mémorisation systématique. Comme si un individu pouvait vivre sans mémoire, comme si un individu pouvait être cultivé sans mémoire. On a, parmi les conneries qui ont été mises en circulation, il y a eu la créativité des élèves. Je me souviens avoir passé une nuit complète de 10 h du soir à 4 h du matin avec une inspectrice pédagogique à répéter tout le... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils créent? À partir de quoi voulez-vous qu'ils créent? Ils ne savent rien. Quand je suis arrivé à Bordeaux, on m'a proposé d'aller faire l'école centrale du parti. Le fait qu'on m'ait proposé ça m'a valu, et le fait que je l'ai refusé en plus, le fait qu'on me l'ait proposé, ça m'a valu la jalousie de plein de types du parti qui rêvaient qu'on leur proposait ça, parce que c'était le centre de formation des responsables communistes. Mais moi, j'avais une famille, une thèse à faire, et les vacances, j'avais pas du tout envie de devenir... J'avais pas du tout envie de devenir un cadre du parti. Bon, moi, j'ai trouvé que mon champ d'action, c'était pas d'aller coller les affiches, je m'en foutais d'aller coller les affiches. C'était de la perte de temps. Moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'est de convaincre, de rallier au Parti communiste français le maximum de collègues de l'université. Et je me suis fait élire au conseil d'université, et j'étais un peu partout dans toutes les je me suis mise dans le maximum d'activités universitaires possibles. Je trouvais complètement criminelle l'invasion de Prague. À l'époque, je me souviens, j'étais à Cuba et j'en discutais avec les Cubains qui, eux, trouvaient que c'était tout à fait logique qu'on ait envahi Prague. Castro avait été le seul à applaudir à l'intervention à Prague. Mais je considérais que moi, ce qui était le plus important, c'est que on montre que le Parti communiste français prenne son autonomie, soit un parti national,
et montre qu'il trouvait pour la France, il faisait pour la France des propositions adaptées à ce qu'était son histoire, sa sociologie, en déplorant qu'il n'y ait pas assez de sociologues communistes pour étudier en profondeur ce qu'était la composition de la société française. On était obligé d'improviser un petit peu, de partir sur des bases, et il y avait quand même, à chaque congrès du parti, c'était les moments de la vie du parti la plus intéressante. Je crois que je ne sais pas si c'est le 22e congrès, où on avait eu des discussions qui s'étaient poursuivies jusqu'à la maison rue de Pessac avec les copains qui étaient revenus. Il y avait un projet politique extrêmement cohérent qui était proposé pour la transformation de la vie de la société française et qui avait indépendamment de ses qualités intrinsèques, dont je crois qu'elles étaient quand même réalistes et bonnes, et très progressistes, il avait un deuxième mérite dont on a pu mesurer l'importance négativement après, c'est qu'il obligeait, si peu que ce soit, les autres formations politiques à politiser le débat politique. Je suis absolument persuadé que l'espèce l'assassinat du Parti communiste français s'est fait quand a triomphé la ligne moscovite, quand on a senti que ça pouvait marcher, quand on a senti que c'était l'époque d'Einstein, par exemple, des types comme ça, qui représentaient, même si j'étais entièrement d'accord sur tout ce que proposait Einstein, mais qui proposait justement une ligne autonome de politique du parti et qui mettait la priorité sur la conquête ou la participation au pouvoir en France. Je crois que ça n'arrangeait pas les soviétiques, ça dérangeait un équilibre planétaire, ça pouvait entraîner des réactions des États-Unis. Les soviétiques s'accommodaient très bien de la division du monde telle qu'elle était, pas besoin de venir brouiller les cartes. Bon. Et là, ça c'est... Bon, l'homme qui a incarné ça, c'est marché du jour au lendemain, après avoir porté tous les espoirs, pas de la rupture, mais de la séparation, disons, de la distanciation et de la mise en place d'une politique française du Parti communiste. C'était fini, quoi. Il a changé, il a tourné kazakh, il a été vaincu, il s'est replié sur les faits des Plissonniers, autres, Laurent et toute l'équipe, le merveilleux Maxime Grémetz. Moi j'ai été communiste, mon frère me l'a reproché à une époque, ça fait partie de nos discussions. J'étais communiste pas sur des bases peut-être très marxistes, j'étais plutôt un communiste éthique qui voulait à toute force que ne se reproduise pas l'histoire de son père. Que les gens comme son père trouvent, c'est pour ça que je parlais beaucoup de mon père, parce qu'il est quand même derrière énormément de choses. Et il a été là de manière tout à fait consciente dans cette prise d'engagement pour que des gens comme lui puissent avoir le maximum de possibilités de s'épanouir, de se développer, de se cultiver, de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Bon. Ensuite, forcément, j'ai été lire un peu de Marx, mais bon, j'étais marxisé, comme tous les communistes à l'époque, j'ai acheté les 75 volumes de Lénine. Et bon, j'étais pas complètement ignare en matière de marxisme, mais enfin, je considérais pas non plus que
m'enfoncer dans des études théoriques, c'était pas dans ma nature. Moi, ce que j'aimais, c'était être avec les gens, discuter avec les gens, essayer de convaincre les gens, c'est-à-dire mon entourage immédiat, ceux qui me tombaient sous la mer. Tes enfants? Mes enfants, non, peut-être. Oui, sans doute. Certainement, sans que ce soit des propos délibérés, mais par la force des choses. Bon. Je ne le voyais plus beaucoup parce qu'il était à Berre avec mon frère. Il a eu un cancer du côlon. Il a souffert épouvantablement. Je suis arrivé trop tard. Et puis voilà quoi. C'était premier arrachement. J'en ai eu un autre quelque temps après. L'autre père, en quelque sorte, le père intellectuel qui était Noël Salomon, est mort lui aussi. Le Salomon, c'était un prof que j'avais eu donc, quand j'étais étudiant. C'est par lui que j'ai été recruté. Il était communiste. J'ai même été son secrétaire. Il était mon prof et moi j'étais son secrétaire de cellule à une époque. Salomon, c'est un type assez particulier quand même. Petit bonhomme avec un regard bleu qui terrorisait tout le monde. Un courage physique qui ne correspondait absolument pas à sa petite stature, mais à l'épreuve des balles. Et il avait fait des études, il n'était pas du tout destiné à devenir hispaniste, en fait. Il avait fait des études, je crois, de lettres classiques, et la guerre d'Espagne ayant éclaté, je crois qu'il avait servi de courrier, ou je ne sais pas quoi, enfin, pas trop su. C'est pas le type à se vanter de ce qu'il avait fait. Donc il avait fait sa conversion vers l'espagnol, et il est devenu, quand je suis arrivé à la fac, c'était le patron de l'hispanisme français. Il a fait des tas de trucs, il a créé la Société hispaniste, enfin bon. Avec les années, j'étais à la fois, il était mon directeur de thèse, et moi j'étais son conseiller de politique universitaire. Mais il fallait, donc j'étais très proche de lui, mais dans ce domaine-là, il n'était pas question parce que c'était quand même un prof de l'université à l'ancienne. C'est pas comme on a été nous, trop sympa, considérant que les maîtres de conférence c'était des êtres humains, par exemple. Non, là, ils ne tombaient pas dans ce péché. Ce qui fait que tous les conseils politiques de l'université que j'ai pu donner, il les sollicitait. Mais la fois où je suis intervenu dans un autre domaine, il y avait un Espagnol, Manuel Tonión de Lara, qui était un historien espagnol. Et il avait écrit je ne sais pas combien de bouquins extrêmement érudits sur l'histoire d'Espagne, et il voulait faire une thèse sur dossier en rassemblant tous ces bouquins, etc. Et Salomon était par principe opposé à la thèse sur dossier. Et je dis quand même, j'ai eu le malheur de dire, quand même pour Tonión de Lara, je sais que vous n'aimez pas, mais pour Tonión de Lara, mais tu t'occupes de ceux qui te regardent, tu t'occupes de ce qui constitue ta spécialité, hein, tu me parles de politique, je veux bien t'écouter, le reste, tu n'as pas droit à la parole. Bon. Comme ça, peut-être un peu plus sèchement, bon, ça allait. Et bon, alors, c'est lui, je suis allé le trouver pour faire une thèse, et c'était pas obligé, quand on accepte que tu fasses une thèse. Maintenant, le moine merdeux arrive et dit, je vais faire une thèse, on ne réfléchit même pas, on lui donne un sujet de thèse là. Seulement on me dit oui, pourquoi pas. Est-ce que tu as pensé à un sujet? J'ai dit, ben oui, il y a un truc que j'adorerais faire. J'aimerais faire une thèse sur l'écriture poétique de Miguel Ángel Asturias. Et il me laisse développer mon projet, puis une fois que j'ai fini, il me dit bon non,
pas possible, il y en a un autre qui travaille sur Asturias. Il y avait effectivement un collègue qui n'a jamais écrit une seule ligne sur Asturias, mais qui bloquait. Non, non, il me dit, toi, c'est pas ça que tu vas faire. Et il m'a Et je suis ressorti de là, il avait essayé de me démontrer que mon destin manifeste, c'était de travailler sur l'idéologie de l'indépendance argentine. Donc je ne savais absolument rien. Bon. Donc je suis rentré à la fac, j'ai commencé à faire mes cours. J'ai commencé cette carrière de prof. Je crois que c'est une des chances extraordinaires que j'ai eues dans ma vie. C'est d'avoir un boulot qui m'a passionné quasiment jusqu'à la dernière année. Et l'année suivante, il est tombé malade seulement, il était à l'hosto pour je ne sais plus quelle petite maladie, il m'a fait appeler et il m'a posé la question, je crois que c'était au mois de janvier, février, est-ce que tu as beaucoup travaillé sur ton sujet de thèse? En fait, j'avais rigoureusement rien foutu. Je dis, ben, écoute, non, j'ai pas eu le temps, parce qu'il me dit, bon, mais c'est parfait. Alors tu changes de sujet, tu travailles plus sur l'indépendance argentine, mais sur l'indépendance mexicaine. Ah bon? Oui, parce que voilà, il y a une bourse qui est mise au concours. Il faut rédiger en mémoire de 80 pages sur, là, le sujet de cette année, c'est les encyclopédistes français et l'indépendance mexicaine. Tu te mets au travail, il faut qu'à Pâques que tu aies terminé, tu l'envoies et la bourse consiste en un voyage au Mexique, un voyage payé et des frais de séjour, je ne sais plus combien c'était, bon, de quoi vivre quoi, pendant 3 mois. Alors, je ne savais rien de l'indépendance mexicaine, je savais presque rien des encyclopédistes français, donc je me suis attelé. Mais la carotte était tellement appétissante que je m'y suis mis. Je crois que j'ai passé les vacances de Pâques à rédiger mes 60 pages ou 80 pages en tirant à droite et à gauche. Je les ai fait lire seulement parce qu'il fallait toujours lui faire lire. Hein. Il a ajouté une citation d'une œuvre à lui pour que ça fasse bien. Et puis on a envoyé ça avec un pseudonyme. Et dans une enveloppe, il y avait, sur l'enveloppe, il y avait le pseudonyme, et à l'intérieur de l'enveloppe, scellé, il y avait ton nom et ton adresse. Et j'ai gagné. Donc c'était en 69. En 69, on est parti au Mexique. Moi, en première classe, c'est la seule fois de ma vie que j'ai voyagé en première classe. Françoise, il n'y avait pas de charter à l'époque, c'était un vol. En plus, c'était compliqué. En fait, elle a traversé la moitié des États-Unis en car, elle est arrivée avant moi. Donc on a passé 3 mois. J'ai passé mes 3 premiers mois au Mexique. Et moi qui suis très casanier, c'est véritablement le seul pays que j'aime, où je suis retourné un certain nombre de fois, chaque fois avec le même plaisir, et où je me sens parfaitement chez moi. Bon. Et une petite partie de ma vie, a consisté à faire une thèse. Très vite, je me suis aperçu que le sujet qu'on m'avait donné Salomon, il y avait déjà à peu près 2 ou 3 milliers de livres écrits dessus. Je ne me sentais pas, je voyais pas. Je lui ai dit, mais je ne vais rien apporter de nouveau. Hein. Il était têtu comme une bourrique. Il m'a dit non. Toi, tu es communiste, tu es pas mexicain, donc tu verras les choses différemment. Et je suis allé travailler aux archives de Séville. Je suis tombé sur un phénomène qui m'a captivé, l'existence d'une fabrique de cigarettes à Mexico, qui était la plus grande fabrique du monde à l'époque,
puisqu'elle est arrivée jusqu'à avoir 9000 ouvriers ou 10 000 ouvriers entre femmes, à peu près moitié femmes, moitié hommes, ce qui n'existait ni en Angleterre, ni en France, ni par ailleurs. Bon. Et avec plein de trucs à côté, des ouvriers qui montent une mutuelle, une société d'assistance mutuelle, enfin, des trucs passionnants pour moi. Je vais être salaud. Voilà. Il me dit non, tu fais un livre si tu veux, mais ta thèse c'est... Bon, alors il est mort, et c'est parce qu'il est mort que j'ai fait ma thèse, parce que je me dis, bon, ben, puisque c'est ça, je ne ferai pas de thèse, quoi. Et j'ai changé de directeur de thèse et j'ai fini ma thèse. Donc après ayant fini ma thèse, j'ai pu devenir prof et tout le machin, quoi, tout ce qui s'ensuit. Pour moi, ça a été un métier de rêve. J'ai vraiment adoré ça. Bon, après, c'est sûr que de temps en temps, bon, j'ai secoué des amphis. Une année où, vous savez, ça n'avait pas été très bon les résultats. À la rentrée suivante, il y avait plein de redoublants qui étaient dans l'amphi. Et comme discours d'accueil, je leur ai dit qu'ils n'étaient que des larves. Alors ça, c'est entre autres l'amabilité, et qu'il fallait que ça change cette année. Et alors, j'ai appris que... j'avais des oreilles à la bibliothèque, la bibliothécaire, c'était une copine depuis le temps qu'on la connaissait. Il me disait, qu'est-ce que tu leur as dit? Ils rentraient tous, ils étaient absolument furieux. Il a dit qu'on n'était que des larves. Il va voir si on est des larves, il va voir si on est des larves. C'était exactement le but que je recherchais. Bon, donc ça a été des années très sympas. Je retardais de divorcer, puis un jour, la seule fois de ma vie, je suis allé voir mon frère. J'ai demandé conseil à quelqu'un une seule fois dans ma vie. Je suis allé voir mon frère et je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, c'est pas vrai, tu peux pas tomber mieux, parce qu'il y avait un type qui venait de quitter son cabinet, qui lui avait dit, je viens de demander le divorce à ma femme, on ne s'entendait plus depuis des années, je suis resté à cause des gosses. Quand j'ai dit ça à mes enfants, ils ont dit, vous n'aurez pas pu le faire avant, au lieu de nous faire vivre une vie pourrie, avec vos disputes perpétuelles, etc. Bon, ça a été la goutte d'eau que... bon, j'ai décidé, j'ai dit, je m'en vais. Bon. Bon, voilà. Et les enfants, bon, comme c'était moi qui partais, il est évident que c'était moi qui étais coupable. Et... donc, entre Anne qui a fait une crise de jalousie, bon, donc elle s'est fâchée, et elle m'a hurlé la phrase qui ensuite a fait des dégâts, parce qu'elle a dit « tu n'es pas ma fille », et je lui ai répondu « tant que, je regrette, mais tant que je continue à te filer du pognon chaque mois, tu es ma fille, que tu le veuilles ou non ». Alors là, ça a été l'horrible blessure. Toi, du coup, ça t'a mis, je crois que c'est cette phrase-là, qui t'a mis aussi hors de toi, tu as trouvé que c'était quand même indécent de ma part de dire ça. Bon, rupture, il ne restait que Fabien. Fabien était le seul avec qui j'ai conservé des rapports. Et pour les autres, ça a été terminé. Et je ne suis pas parti tout de suite après avoir annoncé que je partais. Et là, l'ostracisme, à table, on ne me parlait pas. Bon, enfin bref, j'étais le monstre, alors que c'était quand même pas moi qui avais commencé, hein, disons, pour dire les choses comme elles sont. Bien, j'ai renoué avec toi uniquement parce que je devais partir en Côte d'Ivoire pour 2 ou 4 ans pour aider à développer la section espagnole de la fac d'Abidjan. Donc là, je t'avais demandé si tu voulais venir à Abidjan. Et c'est là qu'on s'est revus, tu m'as répondu que non, bon d'accord, je comprenais très bien, et je crois qu'on a eu peut-être une première petite discussion. Avec Anne, ça a été beaucoup plus long, je suis revenu, je suis allé la voir après la naissance d'Aurélien, je sais, et après, en fait,
c'est par Nadine que j'ai renoué des relations avec Anne, c'est tout. Hein. Jusqu'alors, non. Alors que toi, quand tu venais régulièrement après cette première rencontre à Capeyron, tu es revenu, on s'est vu assez régulièrement, elle non. Bon, donc ça a été j'étais très amer. Très amer et je me disais, bon, il ne me reste plus qu'une chose, je n'ai espéré qu'une seule chose, c'est que le temps fasse apparaître la vérité quand même que j'étais pas, l'espèce de salaud qui part, qui a un coup, d'un seul coup le démon de midi s'empare de lui, il y a une jeunette qui est mignonne, et il largue sa bonne femme pour partir avec l'autre. La première chose que m'a dit ta mère, est-ce qu'elle est plus jeune que moi? Bon, j'ai dit oui, elle est plus jeune que toi, bien sûr, elle était. Bon, c'était ça qu'elle ne plairait pas. Alors qu'elle faisait chier, quand elle couchait à droite et à gauche, et moi, j'avais pas le droit. Bon, alors, le premier Noël que j'ai passé là, hors de la maison, à l'époque j'étais avec Liliane, et tout était prêt pour passer le Noël. J'étais à Sainte-Foy, je n'ai pas pu. Je suis rentré à Capeyron, j'ai passé le Noël tout seul. À pleurer, pourquoi pas le. Mais c'était. Comme c'était quand même la fête familiale par excellence, celle qu'on faisait. Je ne pouvais pas supporter d'être avec d'autres gens, je préférais être tout seul. Liliane, elle est tombée au moment où, dans ce moment où j'étais complètement désemparé, où j'en avais marre, je ne savais plus comment. Et je l'avais rencontrée. Ça a été par un hasard extraordinaire parce que je m'occupais d'une association qui s'appelait France et Mexique. Et on était au moins 4 dans cette association, qui formions cette association. Et je vais chez celui qui l'avait monté, cette association, un jour, et je tombe sur une fille qui était là, qui demandait des renseignements. Elle me dit « Ah, mais je peux venir vous voir ». Elle était venue dans mon bureau. Donc on discute un peu. Et puis, je ne sais plus comment ça se fait, de fil en aiguille. Bon, on a fini par se retrouver dans son lit notre jour, et bon, et je me suis dit, bon, écoutez, ben oui, pour me dire à quoi bon. Alors, ça a duré un peu, un certain temps, cette liaison. Ça avait changé parce que elle était toujours de bonne humeur, elle était sociable. Quand on allait en Espagne, on descendait à n'importe quel village, et 10 minutes après, elle connaissait la moitié du village. Elle était prof d'enseignement général. Elle avait fait une maîtrise de philo, et elle voulait faire autre chose. Autre chose, mais elle ne savait pas quoi. Donc, j'ai fini par lui dégoter un truc. Qui était l'école de la magistrature. Des trucs pourris dans le ventre. Ça s'est traduit par une opération d'occlusion intestinale, machin. La pose de ce qu'on appelle une colostomie, c'est-à-dire un anus artificiel. Et des semaines d'angoisse surtout pour mon entourage, parce que moi j'étais un peu out les premiers temps. Bon, j'ai vraiment cru que ma dernière heure était venue, un soir, où on a décidé, je ne sais plus quel était le diagnostic, mais je me souviens très bien, on m'a fait descendre pendant 1 heure un interne ou chef de clinique, je ne sais pas quel était son grade, avec une sonde qui passait par mon nez, descendait par mon œsophage, traversait mon estomac, essayait de rentrer dans le, je ne sais plus si c'est le duodénum ou le jéjunum. Bien, donc là, je crois que j'étais dans une mare de sueur, j'en avais marre, il me tardait que ça s'arrête. On m'a remonté dans ma chambre, j'ai eu juste la force de faire un mauvais jeu de mots à l'infirmier qui me demandait ça va, monsieur Aguilar, ça va, votre oreiller, ça va? Je lui ai dit, écoute, l'oreiller, j'en sais rien, demandez-lui vous-même, je suis trop crevé. Bon. Et mon frère est parti en pleurant parce qu'il pensait que il me voyait pour la dernière fois. J'ai porté
ma petite poche ventrale pendant 6 mois, 6 ou 7 mois, peut-être un peu plus, 8 mois. Et avec comme seul bénéfice de pouvoir dire que littéralement je pouvais péter plus haut que mon cul, puisqu'il y avait à peu près 20 cm d'écart. Mais et le deuxième bénéfice que j'en ai trouvé, c'est d'apprendre que la douleur n'apporte absolument rien aux gens. Quand on raconte qu'il s'est forgé dans la douleur, etc., c'est pas vrai. Avant ça, j'étais pas très douillé. Mais après, oui, alors là, j'étais tellement douillé que je ne pouvais pas lire un récit de torture ou un truc comme ça. Je ne pouvais pas, je reposais le livre. En fait, elle me cassait déjà des bonbons depuis qu'on était allé. J'étais revenu au Mexique la deuxième fois. Et elle m'avait emmerdé au Mexique, c'était pas possible, quoi. Elle avait peur de tout. Et je m'étais dit, ma fille, on rentre si t'es reçu, dès que t'es reçu à la magistrature, ciao les copains, je me trace, je ne peux plus supporter, quoi, tellement m'emmerder. Bon. Par les hasards de l'existence, finalement, une collègue que je connaissais depuis un nombre considérable d'années, à l'occasion, on devait aller faire des cours d'agrégation à Pau. M'a dit, tu y vas comment? J'ai dit, j'y vais en voiture, mais si tu veux, je t'amène. On est parti en voiture, on est rentré en voiture, et à partir de là, a commencé la période la plus douce, la moins tempétueuse de mon existence. J'ai perdu tout ce qui faisait de moi un sale con, qui se mettait toujours en colère, très facilement en colère. Mais finalement, j'ai perdu mon agressivité, je suis devenu doux comme un agneau. Quand il est nécessaire que je me mette en colère, il faut que je fasse un effort épouvantable. Et ça sonne faux, quoi. J'ai plus cette espèce de spontanéité que j'avais, qui me permettait d'être méchant, quoi. Et ça fait 20 ans. Oui, ça a fait 20 ans le 6 mars dernier. C'est évident que il y avait aussi cette communauté professionnelle qui faisait que on avait le même milieu professionnel, on fréquentait les mêmes personnes, on avait des centres d'intérêt quand même très proches, même s'ils ne se recouvraient pas exactement. Donc tout ça, forcément, c'était un facteur supplémentaire. Mais je crois que le plus fondamental, c'était notre égalité d'humeur réciproque. Le problème, c'était pas nous, le problème, c'était que faire de Liliane. On était déjà quasiment séparés, d'un commun accord d'ailleurs. Et on proposait un poste au Nicaragua à quelque chose de prof, je ne sais plus quoi, qui correspondait à peu près à la formation de Liliane. Bon, j'ai réfléchi un peu parce que je trouvais que les Nicaraguayens avaient déjà assez souffert comme ça, à envoyer Liliane en plus. Mais égoïstement, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais partir au Nicaragua? Bon, elle a foncé sur l'occasion. Elle a passé un an au Nicaragua et à un moment donné de Nicaragua, elle m'envoie une lettre en me disant, fais toutes les démarches pour le divorce. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai pas perdu une seconde. Donc on a divorcé. Le type qu'elle avait rencontré, à cause de ce type, elle a abandonné le Nicaragua, elle est rentrée en France. Et le type en question, ils se sont disputés et presque immédiatement.
Donc elle rêvait d'une vie de luxe avec ce type qui était plutôt fonctionnaire territorial, je ne sais pas quoi. Bon. Donc elle s'est retrouvée le bec dans l'eau. Et là, ça commençait à devenir chiant, quoi. Donc on a quand même divorcé. Et à ce moment-là, on s'est installé à Socat. C'est là que ça a commencé. Avec, du coup, comme Nadine avait été la professeure d'Anne et qu'elle l'aimait bien, on a renoué, j'ai renoué avec Anne. Les bénéfices pour Anne, ça a été très clair. C'est par Nadine qui l'a poussé à présenter la grecque interne, on l'a poussé à passer le permis de conduire. On peut dire que là, elle a eu deux trucs qui lui ont changé l'existence malgré tout. Parce que là, elle était dans un état assez catastrophique. On s'est dit, si on cherchait une maison à acheter. Le problème, c'est qu'il nous fallait une maison immense parce que, à cause des mètres linéaires pour mettre les livres. Parce qu'on a énormément de livres, il y en a partout. Et une construction traditionnelle, c'était pas possible, il n'y avait pas assez d'espace. J'ai fini par venir un jour ici, dans cette maison. Nadine n'avait pas pu venir. Je trouvais que c'était au diable Vauvert. C'était un jour gris, il pleuvait. Là-dedans, il y avait une espèce de type à moitié ivrogne là, qui sauvait. Enfin, le jardin était une sorte de truc de plaine toute pelée où des chiens couraient vaguement. Mais la maison était bien baroque. Je trouvais, quand j'ai voulu lui décrire, j'étais bien en peine, elle était trop compliquée. Bon. Puis un jour, l'agent immobilier m'appelle et me dit « Bon, alors, qu'est-ce que vous faites pour cette maison ?» On peut la voir aujourd'hui. Nadine était libre, on est venu. À peine elle l'a vue, elle a dit « Ah, c'est cette maison qu'il nous faut. » Ah mais non, chacun fait ce qu'il a. On ne peut pas parler de... On a des activités complètement séparées. C'est-à-dire que Nadine elle est toujours en train soit de rédiger un article, soit de corriger des articles pour le bulletin, soit de rédiger une communication, soit de préparer un voyage à Budapest pour aller voir ses petits-enfants. Enfin bon, soit d'aller faire un tour chez son kiné 2 ou 3 fois par semaine. Bon, moi, je vais voir mon diabétologue tous les 6 mois, ce qui n'est pas un rythme épuisant. Je ne peux pas être en compétition avec elle. Donc, moi, c'est honteux à dire, mais je ne fous rien. Je gardais quelques amis, le strict minimum, et de temps en temps, on reçoit des amis. Bon, je crois que c'est la chose. Bon, je ne pense pas que ce soit l'idéal de vie pour Nadine. Mais comme elle est tellement occupée par ailleurs, tant qu'elle est occupée comme ça, après la question se posera de savoir s'il ne faudra pas aller au concert, à l'opéra, ou des choses de ce genre, ou même plus humblement au cinéma. Je crois que il doit y avoir peut-être 15 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une salle de cinéma. Bon. C'est quelque chose qui était complètement inespéré parce que, comme bien sûr, en tant que pessimiste, je pensais qu'il fallait que je me fasse à l'idée que j'allais mener une vie chiante jusqu'au bout, quoi. Ben non. Ça fait presque une vingtaine d'années qu'on vit ensemble. Une existence sans nuage, tranquille, calme, heureuse. Agréable, même si on n'agite pas les grands problèmes de la planète à chaque repas, il y a quand même ce qu'on dirait, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, un niveau de communication appréciable, et puis cette chance que nos humeurs concordent, comparées aux époques de tourmente que j'ai pu connaître. J'ai vécu quand même dans un compartiment très confortable, celui de l'université, où aller
ça n'a pas été le lycée, ça n'a pas été le collège, ça n'a pas été ces lieux de désespoir et de lutte. Moi, j'étais j'ai vécu dans le coton. Quand je suis rentré à l'université, en 1953, si je me souviens bien, oui, en 1953, c'était une toute petite minorité. Déjà, les bacheliers, le nombre des bacheliers par rapport au nombre de bacheliers aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. Ceux qui allaient à l'université, encore moins. Parce que quand j'ai passé le CAPES, il y avait 17 postes pour toute la France. C'est bien ça, oui. 17 pour les filles et 17 pour les garçons. C'était séparé encore les concours. Il y avait 34 postes pour toute la France. Quelques années après, d'un seul coup, on en a 300. Les bons élèves sont meilleurs qu'avant. Les mauvais élèves sont pires qu'avant. Et la masse des médiocres a gonflé considérablement. Mais parce que il faut voir ce qu'on compare. Le monde est devenu méconnaissable pour quelqu'un qui est le Rip Van Winkle qui se serait endormi en 1950, qui se réveillerait 60 ans après. Il aurait un choc beaucoup plus fort que celui à qui la même mésaventure serait arrivée en 1900, de 1900 à 1950, les changements ont été quand même infiniment moindres à tous les niveaux. Et il y a eu ça. Dans le domaine purement matériel, il s'est quand même produit ce phénomène. Après, le reste, le reste, c'est du domaine des mœurs, de la société. Être libre, c'est un acte de volonté. Hein. La liberté, c'est quelque chose qui se désire, qui se mérite, qui doit se conserver. Quelquefois, tu n'as pas envie d'être libre, tu te laisses aller, tu dis bon, tant pis, je m'en fous. Hein, bon. Pour moi, pour qui a la volonté d'être libre, il est plus facile d'être libre maintenant qu'il y a 50 ans. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je ne fais pas du tout de projection dans l'avenir. Le temps passe, les temps passent, les années passent. C'est le lieu commun que je vérifie vertigineusement. C'est ça qui advient. On ne se demande plus ce qu'on va devenir parce qu'on le sait. J'ai une descendance somptuaire parce que j'ai 8 petits-enfants quand même, ce qui est, si je compare à Nadine qui n'en a que 4. En fait, ceux que je connais le mieux, que j'ai le plus vu, c'est les tiens, hein, c'est Paul et Valence, en dépit de leur éloignement. Et mes faux petits-enfants, les petits-enfants par alliance, Thomas et Théo, parce qu'ils étaient proches et qu'ils venaient souvent ici. Et Anna, le clone de Valence, d'abord parce que tous les deux ils sont arrivés, à leur naissance, ils sont arrivés ici. C'est pas compliqué. C'est effrayant pour moi parce que je vois ces enfants qui poussent, grandissent, etc. Me rattrapent en taille, me dépassent. Bon. Et hors Paul, par exemple, Paul, c'est cette petite chose que j'ai trimballée dans mes bras, que j'ai vu se traîner par terre, qui est devenu un petit garçon extraordinairement charmant. Et puis maintenant, c'est ce grand garçon. Bon, je suis un athée comme ceux de ma génération, qui a été baptisé, qui a fait sa première communion, et qui tout naturellement après est devenu athée. Je suis issu d'une famille athée.
Du côté paternel, je crois qu'il ne se posait même pas la question de savoir s'il y avait une religion ou non. Bon. Mon grand-père maternel était socialiste militant. Donc, j'ai défrayé la chronique parce que dans le bulletin paroissial, paraît-il, de Louis Juson ou d'Arudi, je ne sais pas, j'étais dans les bras de ma mère, habillé de rouge, et le curé les avait décrits en parlant du père, de la mère et du petit mousquetaire rouge. Bon. Quand j'ai été tuberculeux, là, ma mère n'a fait ni une ni deux. Elle a décidé qu'elle ferait le pèlerinage à Lourdes si je guérissais, puisqu'en gros, c'était assez fréquent. Le pèlerinage à Lourdes faisait partie quasiment de l'ordonnance médicale quand il y avait un gros pépin de santé. Bon, en plus, on avait des voyages gratuits, donc c'était pas terrible. Quoi. Le courage, c'est par principe et par définition, c'est surmonter sa peur. C'est pas ignorer sa peur, c'est de la témérité. C'est là que je te dis, quand tu es aveuglé par la colère, c'est pas du courage, c'est de la connerie d'abord, et puis c'est de la témérité, c'est tout ce qu'on voudra, mais c'est ne pas... la peur, elle naît toujours de ce que tu imagines qui va se passer. Pour moi, cette image, elle a ceci de particulier, c'est que quand je suis allé au Mexique pour la première fois, le Mexique correspondait à l'idée que je m'en étais faite à travers mes lectures de sa littérature. Et dans cette littérature, il y avait en particulier ce type d'individu qui semblait purement une création imaginaire de ce rapport à la mort des Mexicains. Et là, la photo vraie de ce type qui va se ramasser 12 balles dans la peau et qui est là méprisant avec une petite air narquois attendant ça, pour moi c'est merveilleux comme courage. La chose que je déteste le plus et que le sentiment que j'éprouve parfois, mais quand je l'éprouve, c'est rare, parce que je fais très attention à ce sentiment, c'est le mépris. Je méprise très peu de monde. Quand je méprise, c'est que vraiment... c'est quelque chose d'immonde. Mais j'ai jamais été de ces profs qui disent vous êtes nuls. Jamais, 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 jamais. Se sentir supérieur aux autres, c'est tellement... c'est méprisable, ça, parce que tu es toujours supérieur à quelqu'un dans un domaine, mais c'est tellement idiot, ça, parce que à côté de ça, tu as dans d'autres domaines, d'autres te sont supérieurs. Si tu te traites avec dédain à cause de ça, moi, ça ne me dérange pas qu'on me traite avec dédain. J'ai très peur de blesser les gens, et je pense que tout le monde a droit à une dose de respect, et au moins on marque extérieure de ce respect. J'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir des parents qui ont été hyper sympas, ouverts, etc., mais qui en plus, eux-mêmes, avaient des comportements honnêtes, respectables, etc., avec un système de valeurs auquel j'ai adhéré, mais je crois depuis ma plus tendre enfance. La défense, en commençant par la défense, pas de la veuve et de l'orphelin, parce que j'étais trop petit, mais la défense des faibles, ce qui m'a permis de me prendre une bonne raclée un jour en allant me défendre. Ça a été la première désillusion dans la vie, d'avoir 6 ans. Un petit espagnol battait un de mes amis, un des petits jumeaux qui était plus jeune, ou le molestait. Donc on s'est battu en combat singulier. À coups de poing, ça a duré à peu près un quart d'heure, bim bam boum. Il a fini par me mettre en déroute.
Et avec toute la foule des gamins du village qui étaient autour, tous encourageaient l'Espagnol, et à ma grande amertume, y compris celui que je défendais. Et là, j'avais un sentiment d'injustice atroce. Les déceptions de Don Quichotte à côté de la mienne, c'était du pipi de rat. Hein, parce que là, ça m'a dégoûté d'être moral et chevaleresque. Les trois enfants, ou alors je ne les connais pas du tout, ou ils ont tellement évolué à mon insu qu'ils l'ont perdu, mais non. Et ce sont des gens droits et ce sont des gens bien. Être le plus stoïque possible. Pouvoir faire face à... pas se laisser abattre et savoir encaisser. Pas savoir frapper, mais savoir encaisser. Encaisser les mauvais coups, encaisser le mauvais sort et ne pas se résigner. Ça, je crois que c'est ça que je souhaiterais pour eux. Pas des combattants, c'est-à-dire pas des gens qui partent à l'assaut. Mais je crois que Paul, par exemple, il est sur cette voie. Paul, il a ça, Paul, je crois. C'est une arme. Aurélien, à sa façon aussi, il se laisse pas démonter, il repart à sa façon, pauline et combative. Et je pense que de la même façon que Fabien, toi et Anne, à des degrés divers sous des formes diverses, avec des bons et des mauvais moments, mais vous avez su rebondir, vous avez traversé des moments très désagréables ou très douloureux, et vous avez eu cette force de rebondir, de résister. C'est ça que je souhaiterais qu'il y ait un petit gène comme ça qui soit réparti équitablement entre tous ces petits. On était à Cabreton et j'attendais le résultat de mes analyses pour savoir si j'avais le bacille de Koch en activité. La lettre est arrivée, le facteur est passé, on était en plein repas. J'ai décacheté la lettre, boum, c'était positif, ça signifiait sortie de la vie active pour au moins 18 mois. Alors j'ai dit, c'est horrible, c'est épouvantable, c'est injuste, je pleurais de colère, etc. Je pleurais de désespoir. Et toi, tu es à table, tu ne voulais pas manger, tu étais comme tes enfants, tu ne voulais pas manger. Et d'un seul coup, sans réflexion, c'est sorti comme ça. J'ai dit, tu manges ou je te contamine? Et ça m'a fait rire, ma propre truc, parce qu'elle m'a surpris, parce que c'était pas délibéré, c'était pas volontaire, c'était pas fabriqué. Ça m'a fait rire, et puis ça m'a, plus que me faire rire, je me dis, mais je peux tirer un avantage finalement de ce qui me semble être une catastrophe. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le jour où je partirai, quelqu'un ait la bonne idée de faire une barre et que tout le monde se marre. Or, qu'est-ce que j'aimerais ça? Bon, et que une partie d'assistance soit choquée et que l'autre se tourne derrière, comme quand toi tu sortais des trucs, qu'est-ce qui est plus amusant, d'être aveugle ou d'être sourd. Bon, un truc de ce genre, c'est... je pense que ça correspondrait beaucoup plus au type d'adieu qui conviendrait à ma personnalité. Maintenant, je peux partir tranquille. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comment vas-tu, mon amour? Alors, comment ça s'est passé pour Toto? Ah, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Je vais l'appeler tout de suite. Il a dû m'appeler pendant que je conduisais.
Il y avait beaucoup de monde. Ah, eh bien oui, c'est vendredi. C'est le vendredi. Ah oui.